Un chauffeur d'autobus scolaire chevronné a commencé à remarquer une jeune fille noire qui pleurait doucement chaque après-midi pendant son trajet à travers Decatur, en Géorgie. De jour en jour, son chagrin silencieux devenait de plus en plus difficile à ignorer, suscitant une profonde inquiétude dans son cœur. Un après-midi, après avoir déposé le dernier des étudiants, il prit une décision qu'il ne pouvait plus retarder. Charles Baker ajusta son rétroviseur alors que le bus scolaire jaune roulait dans les rues de la banlieue de Decatur, en Géorgie. À 61 ans, ce vétéran retraité du Vietnam avait passé les 6 dernières années à conduire le bus Route 7 pour l'Eastwood Middle School. Ce travail lui a donné un but, une raison de se lever chaque matin. Le soleil de fin d'après-midi peignait de longues ombres sur les trottoirs fissurés, et Charles tapota légèrement le volant, fredonnant dans sa barbe un vieux air de Sam Cooke. C'était un mercredi typique. Le bus bourdonnait de bavardage et de rire, les baskets grinçaient sur le sol en caoutchouc, les sacs à dos cognaient contre les sièges. Les enfants ont crié à propos du match des Braves, à propos des devoirs, à propos de qui a dit quoi sur TikTok. Charles sourit faiblement. Certaines choses n'ont jamais changé. Pourtant, alors qu'il se regardait à nouveau dans le miroir, son sourire s'effaça. Au troisième rang se trouvait la petite fille pour laquelle il s'était inquiété toute la semaine. Elle s'appelait Aliyah Simmons, une élève de 6e tranquille qui avait commencé à prendre son bus il y a seulement 2 semaines. Elle était assise seule, les petites mains serrées sur ses genoux, la tête baissée. À travers l'espace entre les sièges, Charles pouvait voir le léger reflet des larmes sur ses joues. Chaque jour, c'était pareil. Des larmes silencieuses et cachées après les premiers arrêts lorsque le bus commençait à se vider. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent a retenu son attention. Alors qu'il tournait à droite sur Elmhurst Avenue, Charles aperçut Aliyah se penchant brusquement, se penchant vers le sol sous son siège. Elle resta penchée quelques secondes de plus que ce qui semblait naturel, ses épaules tremblantes. Puis elle se redressa rapidement, se passant le visage avec la manche de sa veste en jean. Les tripes de Charles se contractèrent. Il avait vu beaucoup d'enfants au fil des années qui avaient connu des moments difficiles, divorce, problèmes d'argent, harcèlement. Mais quelque chose dans le chagrin d'Aliyah semblait plus lourd, plus profond. Il se promit mentalement de lui parler quand il pourrait le faire doucement sans lui faire peur. Arrêt après arrêt, le bus devenait plus silencieux. Au moment où Charles tourna sur Magnolia Lane, il ne restait plus que 3 enfants. L'arrêt d'Aliyah était le dernier à proximité d'un ensemble d'immeubles vieillissants dont la peinture s'écaillait des rails. Alors qu'ils approchaient de son point de chute, Charles appuya lentement sur la pédale de frein, s'arrêtant à côté du bâtiment 14. « Et voilà, chérie, dit-il doucement. » Aliyah attrapa son sac à dos violet cabossé et se dirigea d'un pas traînant vers la porte sans lever les yeux. Charles remarqua la façon dont elle serrait fermement le sac contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. Ses baskets éraflèrent les marches alors qu'elle descendait. Elle fit un bref signe de la main sans se retourner et se dirigea vers le trottoir fissuré menant à son appartement. Charles hésita. Quelque chose le tirailla. Alors qu'il attendait qu'elle disparaisse à l'intérieur, il trouva ses yeux attirés vers le siège où elle se trouvait. Il repensa à la façon étrange dont elle s'était penchée plus tôt. Sa curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, cet instinct de vieux soldat, l'emporta sur lui. Sautant lentement de son siège, il s'avança dans l'allée, ses bottes lourdes contre le sol métallique. Lorsqu'il atteignit la 3e rangée, il s'agenouilla, ses genoux protestant contre le mouvement avec une vive douleur. En regardant sous le siège, il s'attendait à trouver peut-être un crayon perdu ou un mouchoir froissé. Au lieu de cela, il trouva quelque chose qui lui fit couper le souffle dans sa gorge. Là, coincée entre le cadre du siège et la grille de ventilation, se trouvait une petite boîte à lunch en plastique usé. Il était fissuré dans les coins et recouvert d'autocollants de princesse Disney délavés. Charles tendit la main avec précaution pour le libérer. Il semblait étrangement lourd pour sa taille. Il ouvrit le couvercle et haleta. À l'intérieur se trouvaient des objets qui n'auraient jamais dû être cachés dans une boîte à lunch, une bouteille d'ibuprofène à moitié vide, un téléphone à clapet meurtri et cabossé avec un écran brisé, une note froissée griffonnée d'une écriture désordonnée, si tu le dis à quelqu'un, il t'éloignera de ta maman pour toujours. La main de Charles trembla légèrement lorsqu'il remit le couvercle. Son cœur battait douloureusement contre ses côtes. Chaque instinct lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Il resta assis là pendant un long moment, le seul bruit étant le grondement du moteur du bus au ralenti. Dehors, la porte de l'appartement d'Aliyah s'était fermée, mais une faible lumière vacillait derrière les rideaux élimés.
Charles savait qu'il ne pouvait pas partir en voiture et faire comme s'il ne l'avait pas vu. Il retourna au siège du conducteur et sortit son téléphone de la boîte à gants. Pendant quelques secondes, il se contenta de le regarder, débattant. Il ne voulait pas faire de suppositions. Peut-être que ce n'était pas à quoi ça ressemblait. Peut-être que la pauvre fille était simplement victime d'intimidation à l'école et qu'elle avait peur des professeurs ou des camarades de classe. Mais au fond, il savait mieux. Au lieu d'appeler le directeur, qui soupçonnait Charles de déposer un rapport et d'en rester là, il a fait un choix différent. Il a appelé son voisin et ami proche, l'officier Raymond Davis du service de police de Decatur. Raymond décrocha à la deuxième sonnerie. « Charlie, quoi de neuf ?» Charles parlait doucement, exposant ce qu'il avait trouvé, décrivant les larmes quotidiennes d'Alia, la boîte à lunch sous le siège, la note menaçante. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis la voix de Raymond tomba dans un registre grave. « Restez sur place », a déclaré Raymond. « Je suis à 5 minutes. » Fidèle à sa parole, une voiture de patrouille s'est arrêtée à côté du bus en quelques minutes, lumières éteintes, avançant silencieusement. Raymond en descendit, son uniforme impeccable, ses yeux sombres scrutant le complexe d'appartements avec une précision entraînée. Charles remit la boîte à lunch sans un mot. La mâchoire de Raymond se serra tandis qu'il lisait la note. « Je vais devoir faire un chèque d'aide sociale, » dit Raymond d'un air sombre. « Tu es sûr de l'avoir vu entrer dans cet appartement ?» Charles hocha la tête. Unité 14C. Raymond hocha la tête en retour et se dirigea vers le trottoir, appelant par radio du renfort. Charles se rassit, ses mains agrippant fermement le volant. Son esprit bouillonnait de questions. Et s'il avait raté les signes? Combien de jours Alia avait-elle souffert en silence avant que quelqu'un ne le remarque? Sa gorge brûlait de culpabilité et d'impuissance. Quelques minutes plus tard, 2 autres voitures de patrouille sont arrivées. Les agents se sont déplacés rapidement mais prudemment, frappant d'abord, puis s'annonçant. Comme il n'y avait pas de réponse, ils sont entrés avec un passe-partout fourni par le responsable du complexe, qui s'était montré nerveux et confus. Charles regardait depuis le bus la porte d'entrée s'ouvrir. Ce qui s'est passé ensuite lui a fait serrer le cœur douloureusement. Alia émergea, serrant un ours en peluche en lambeaux contre sa poitrine. Son visage était pâle, sillonné de larmes. Ses fines épaules se courbèrent comme pour essayer de se rendre invisible. Derrière elle, une femme apparut en trébuchant, visiblement ivre, les cheveux emmêlés, criant de manière incohérente. Charles ressentit une vague de nausée lorsqu'il réalisa que la femme remarqua à peine Alia, se concentrant plutôt sur les cris des policiers pour qu'ils s'occupent de leurs foutues affaires. L'un des policiers s'est doucement agenouillé à côté d'Alia, parlant doucement, tandis qu'un autre a escorté la femme, vraisemblablement sa mère, hors de l'appartement, menottée. Raymond revint au bus, le visage sombre. « Négligez les accusations, dit-il doucement. On dirait bien plus que ça aussi. Nous aurons le CPS ici dans une minute. » Charles hocha la tête en silence. Il se sentit soudain vieux, jusqu'aux os, fatigué, mais il sentit aussi quelque chose d'autre lui brûler les côtes ou une protection féroce qu'il n'avait pas ressentie depuis l'époque où il portait lui-même un uniforme. Il ne laisserait pas cet enfant passer entre les mailles du filet. Pas sous sa surveillance. Charles resta assis au volant, regardant Alia être doucement conduite vers une voiture de patrouille. Elle serrait son ours en peluche comme un radeau de sauvetage, ses yeux sombres écarquillés et incertains. L'officier Raymond Davis s'est agenouillé à côté d'elle, parlant à voix basse pour l'apaiser, mais la jeune fille tressaillit à chaque mouvement soudain autour d'elle. La poitrine de Charles se serra. Il avait vu des soldats ressembler à ça. Brutes, dépourvus de sécurité, les yeux trop vieux pour leur visage. Alia a été soigneusement placée à l'arrière d'une voiture de police, séparée de la voiture où sa mère, toujours en train de jurer et de se débattre, avait été sécurisée. Charles savait que ce n'était pas la fin de sa douleur mais le début d'un processus long et douloureux. Lorsque l'intervenante des services de protection de l'enfance, Madame Darlene Monroe, est arrivée et a commencé à recueillir des informations, Charles a pris une décision. Il ne pouvait pas simplement partir et laisser quelqu'un d'autre terminer l'histoire. Après un rapide enregistrement avec l'agent du CPS, il a demandé s'il pouvait les accompagner jusqu'à la gare, au moins pour offrir son soutien à la petite fille qui avait déjà confiance en sa présence tranquille. Madame Monroe a hésité mais a finalement accepté. Ainsi, Charles suivit la caravane de gyrophares à travers les rues sombres de Dakar, le bus roulant derrière comme un dinosaure jaune pesant. Au poste de police d'Eastwood,
Alia était assise sur une chaise usée à l'extérieur de la salle des services familiaux, balançant lentement ses pieds. Son petit corps était enveloppé dans une couverture émise par le comté, la faisant paraître plus petite que jamais sous les lumières fluorescentes. Charles s'assit en face d'elle, ôtant respectueusement sa casquette et la posant sur ses genoux. « Tu vas bien, chérie ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête mais ne dit rien. Au bout d'un moment, elle sortit quelque chose de la poche de sa veste, un petit bracelet à breloques en plastique, auquel il manquait la moitié des perles, et commença à le tordre nerveusement entre ses doigts. Charles la regardait, sentant une douleur creuse s'installer dans sa poitrine. Depuis combien de temps essayait-elle de se maintenir avec rien d'autre que de minuscules bribes de confort comme ce bracelet cassé? Un travailleur social les a finalement convoqués dans une petite salle d'entretien. Les murs étaient peints dans une teinte verte maladive, censée être apaisante, mais ne réussissant qu'à paraître fatiguée. Charles resta contre le mur pendant que Madame Monroe s'agenouillait devant Alia. « Chérie, peux-tu me parler de la note que nous avons trouvée? Qui te l'a donnée ?» Alia recula sur sa chaise, les mains serrées en petits poings. Après une longue pause, elle a murmuré, « C'était Monsieur Reggie, le petit ami de maman. Il a dit, si je le disais, je serais emmené et maman irait en prison. » Madame Monroe garda sa voix ferme. « Et les pilules dans ta boîte à lunch ?» Alia hésita. « Parfois, il me faisait prendre des médicaments. Il disait que ça me ferait grandir plus vite. Je n'aimais pas ça. Ça me faisait mal au ventre. » Les poings de Charles se serrèrent involontairement. La rage couvait faiblement et dangereusement dans son ventre, mais il se força à garder le silence. Alia avait besoin de calme, pas de cris supplémentaires. Au cours de l'heure suivante, une image plus claire et plus sombre est apparue. Reggie Simmons, le petit ami de la mère, avait recours aux menaces et à la violence psychologique pour contrôler Alia, tandis que sa mère, dépendante et indifférente, détournait le regard. Les pilules étaient un mélange, de l'ibuprofène, des restes de médicaments sur ordonnance, voire quelques antibiotiques périmés. C'était par pure chance qu'Alia ne soit pas encore tombée gravement malade. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait caché la boîte à lunch sous le siège du bus, la réponse d'Alia a été simple et déchirante, « Je ne voulais pas que maman la trouve et se fâche. » Au moment où ils eurent fini, l'horloge sur le mur indiquait près de 20h30. Madame Monroe a expliqué qu'Alia serait placée dans une famille d'accueil d'urgence pour la nuit jusqu'à ce qu'un arrangement à plus long terme puisse être conclu. Alia regardait le sol, les épaules affaissées. Charles s'éclaircit la gorge. « Si c'est autorisé, dit-il, se surprenant lui-même, je serai prêt à rester avec elle ce soir, au moins jusqu'à ce que vous sachiez où elle devrait aller. » Madame Monroe avait l'air sceptique. « Monsieur Baker, même si j'apprécie votre gentillesse, le système a des protocoles. Le placement familial nécessite une vérification des antécédents et des inspections du domicile. » Charles hocha la tête. « Je comprends, mais peut-être que je pourrais simplement rester au poste ici, m'asseoir avec elle, lui tenir compagnie pour qu'elle ne soit pas seule, jusqu'à l'arrivée d'un parent adoptif. » Madame Monroe s'est brièvement entretenue avec un supérieur et, après quelques formalités administratives et de nombreux avertissements sévères concernant les limites, elle a accepté. Charles ressentit un élan de profonde gratitude. Il ne savait pas pourquoi il s'en souciait autant. Peut-être était-ce parce qu'il avait vu trop d'enfants passer entre les mailles du filet et que personne ne s'en était rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont transféré Alia dans une salle de repos plus calme, loin de la zone de répartition bruyante. Charles s'assit lourdement dans un fauteuil inclinable pendant qu'Alia se pelotonnait dans un coin du canapé, la couverture toujours enroulée autour d'elle. Elle entrait et sortait d'un sommeil agité. Charles la surveillait comme une sentinelle, les yeux rongés par la fatigue mais peu disposé à la laisser sans surveillance. Vers minuit, un représentant du placement familial est arrivé. Une femme nommée Madame Gloria King, aux yeux gentils et au sourire fatigué. Elle s'agenouilla devant Alia et se présenta doucement. « Salut, chérie. Je m'appelle Gloria. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. D'accord? Tu auras ta propre chambre, ton propre lit, et personne ne te fera plus pleurer. » Alia cligna des yeux d'un air endormi, puis regarda Charles. Pendant un moment terrifiant, il crut qu'elle allait pleurer, mais à la place, elle lui fit un petit sourire timide. Charles se leva avec raideur et s'agenouilla près d'elle. « Tout ira bien, ma chérie, dit-il. Et si jamais tu as besoin de moi, je ne vais nulle part. » Alia tendit sa main, petite, tremblante, confiante, et Charles la serra doucement.
Il regarda Gloria la conduire dans le couloir, sa petite silhouette se découpant sur les lumières stériles de l'hôpital. Lorsqu'ils disparurent au coin de la rue, Charles s'effondra sur une chaise, complètement vidée. Il passa une main sur son visage et murmura une prière silencieuse pour la guérison d'Alia ou pour la force, pour un monde où aucune petite fille n'aurait jamais à cacher sa douleur sous un siège de bus. Dehors, la nuit était fraîche et calme. Charles se dirigea d'un pas traînant vers sa vieille camionnette Ford, garée sous un réverbère vacillant. Il monta dedans et resta assis là un long moment, regardant le tableau de bord sans vraiment le voir. Son esprit revoyait la voix brisée d'Alia, le regard hanté dans ses yeux. Il avait été autrefois soldat, entraîné à se battre pour les plus vulnérables, à se dresser entre le mal et les innocents. Ce soir, à sa manière, il s'était encore battu. Lorsqu'il a finalement démarré le camion et parcouru les rues désertes en direction de chez lui, il était sûr d'une chose, il n'en avait pas fini avec l'histoire d'Alia Simons. Pas de loin. Le lendemain matin, Charles se réveilla avant l'aube. Le sommeil était venu par fragments agités, hanté par les images d'Alia assise seule dans la salle de repos stérile du commissariat de police. Tandis que la cafetière gargouillait dans sa petite cuisine, Charles était assis à table, regardant par la fenêtre la brume qui roulait sur les trottoirs fissurés de son quartier de Decatur. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était censé faire plus. Après le petit déjeuner, il prit une décision. Il enfila son vieux blouson aviateur, celui de ses années dans l'Air Force, et se rendit directement au poste de police d'Eastwood. L'agent Davis venait tout juste de terminer son quart de nuit et avait l'air surpris de le voir. « Bonjour, Charlie. Tu tiens le coup ?» Charles haussa à peine les épaules. « Écoutez, Ray, vous savez comment joindre cette dame d'accueil, Miss Gloria. Je me demandais si, eh bien, si c'est autorisé, je pourrais peut-être rendre visite à Alia un jour. Enregistrez-vous simplement. » Davis l'étudia pendant un long moment, puis acquiesça lentement. « Je vais passer un appel. » Pendant que Charles attendait, il arpentait le sol en linoléum usé, l'odeur du café rassis et du désinfectant emplissant l'air. Finalement, Davis lui fit signe. Gloria dit oui, mais uniquement des visites supervisées, du moins pour le moment. La paperasse doit d'abord être réglée. Charles remplit les formulaires nécessaires avec des mains tremblantes. Il n'avait jamais vécu quelque chose de pareil auparavant. Cela semblait intrusif, des questions personnelles sur ses antécédents, sa santé et même sa situation financière. Pourtant, il n'a pas hésité. En ce qui concerne cette petite fille, aucun inconvénient n'était trop grave. Quelques jours plus tard, Charles s'est arrêté devant une modeste maison en briques à proximité de Clarkston. Gloria King l'accueillit à la porte, son sourire accueillant apaisant certains de ses nerfs. À l'intérieur, l'endroit était confortable mais bien rangé, rempli d'odeurs de cannelle et de savon à lessive. Alia était assise à une petite table de cuisine en train de colorier lorsqu'elle leva les yeux et le vit. Pendant un instant, elle se figea. Puis, lentement, elle sourit. Ce n'était pas un grand sourire, pas du genre à vous ouvrir grand le visage, mais c'était réel. Charles sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. « Salut, chérie », dit-il en entrant prudemment, comme s'il avait peur de gâcher l'instant. Gloria s'affairait autour d'eux, préparant du thé et discutant de rien d'important. Charles s'agenouilla à côté de la chaise d'Alia. « Comment vas-tu tenir le coup ?» Elle haussa les épaules, puis le surprit en disant « Mieux maintenant ». Il sourit en retour, clignant des yeux pour éviter la soudaine brûlure dans ses yeux. Ils passèrent l'après-midi ensemble, jouant à des jeux de société simples et discutant par à-coups. Alia était prudente, mais elle s'est ouverte plus que ce à quoi Charles s'attendait. Elle lui raconta son amour du dessin, son rêve de devenir vétérinaire, et combien son ancienne école de Savannah lui manquait, où les choses avaient été plus heureuses. Charles écoutait plus qu'il ne parlait, hochant la tête et l'encourageant gentiment, la laissant donner le ton. Alors que le soleil baissait à travers les fenêtres de la cuisine, Gloria lui lança un regard significatif. Les heures de visite touchaient à leur fin. Charles se leva lentement, tapotant la main d'Alia. « Je reviendrai, gamin. Tu comptes là-dessus. » Elle acquiesça solennellement, ses petits doigts effleurant les siens comme une promesse murmurée. Dans les semaines suivantes, Charles est devenu un incontournable de la nouvelle vie d'Alia. Il venait 2 fois par semaine, apportant parfois de petits cadeaux, une boîte de crayons de couleur, un livre de bibliothèque d'occasion sur les animaux, une paire de baskets roses trouvées en solde. Il a assisté à sa première séance de thérapie au centre communautaire, assis tranquillement dans la salle d'attente pendant qu'elle apprenait à nommer les choses qui l'avaient blessé.
Il l'a encouragée lors de son premier match de football avec la Clarkston Youth League, criant si fort lorsqu'elle marquait un but que plusieurs parents se sont retournés pour la regarder. Aliyah s'épanouit lentement comme une fleur prudente, testant l'air printanier après un long hiver. Elle a ri davantage, s'est fait des amis dans sa nouvelle école et a commencé à dormir toute la nuit sans cauchemar. Charles pouvait voir la lumière revenir dans ses yeux de jour en jour. Et d'une manière ou d'une autre, sans qu'aucun d'eux ne le dise à haute voix, il savait qu'il faisait désormais partie de sa famille. La famille dont elle avait besoin depuis le début. Un samedi après-midi pluvieux, Charles était assis dans le salon de Gloria, aidant Aliyah dans un projet scientifique. Elle construisait une maquette du système solaire avec des boules de mousse et des cintres. Alors qu'elle peignait minutieusement de minuscules anneaux de Saturne, elle dit sans lever les yeux. « Monsieur Baker, pensez-vous que je pourrais vous appeler grand-père » Charles se figea, le souffle sortant de ses poumons en un souffle. Il regarda sa tête penchée, la manière prudente avec laquelle elle tamponnait de la peinture bleue sur les tempêtes tourbillonnantes de Jupiter. Il pensait à toutes les années qu'il avait passées seul après le décès de sa femme, à la maison vide remplie d'échos, aux anniversaires et aux vacances passées tranquillement parce qu'il n'y avait plus personne à célébrer. Les larmes lui brouillèrent la vision tandis qu'il s'éclaircissait la gorge. « Chérie, dit-il d'une voix rauque, je serais honoré. » À partir de ce jour, Aliyah l'a appelé grand-père Charlie, et ce nom lui allait si naturellement que même les étrangers pensaient qu'il s'agissait de sang. Charles assistait aux événements scolaires en tant que tuteur, portant fièrement un macaron indiquant « meilleur grand-père de tous les temps » qu'elle avait fabriqué en cours d'art. Le samedi, il se rendait au marché de producteurs, où Charles lui apprit à cueillir des pêches mûres, et tous deux goûtèrent chaque échantillon gratuit jusqu'à ce que les vendeurs les reconnaissent de vue. Ils ont construit ensemble une vie calme et stable, pleine de petits rituels qui réassemblaient leurs morceaux brisés en un tout. Des mois plus tard, après d'innombrables comparutions et audiences, le cas d'Aliyah a finalement abouti. Reggie Simons a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Sa mère, après avoir suivi un programme de réadaptation ordonné par le tribunal, a volontairement renoncé à ses droits parentaux, reconnaissant lors d'une audience en larmes qu'elle n'était pas capable d'offrir un foyer sûr à sa fille. C'était une miséricorde amère, mais qui a permis à Aliyah d'avancer sans l'ombre de loyauté divisée. Par un beau matin de mai, debout dans une petite salle d'audience avec Gloria et Charles à ses côtés, Aliyah est officiellement devenue membre de la famille de Charles Baker. La juge, une gentille femme plus âgée aux cheveux argentés, leur sourit chaleureusement alors qu'elle finalisait l'adoption. « Félicitations, monsieur Baker, dit-elle. Tu es officiellement son tuteur légal, mais d'après ce que je peux dire, tu es son grand-père dans tous les domaines qui comptent depuis longtemps déjà. » À l'extérieur du palais de justice, Charles a pris Aliyah dans ses bras, la faisant tourner sur elle-même alors qu'elle hurlait de rire. Les passants souriaient à cette vue, ne connaissant pas le long et pénible chemin qui les avait amenés là. Charles s'en fichait. Il savait seulement que pour la première fois depuis de très nombreuses années, il se sentait à nouveau jeune et plus vivant qu'il ne l'avait jamais été au volant d'un bus, d'une clé à molette ou de quoi que ce soit d'autre. Ce soir-là, ils ont célébré la fête au Miss Shirley's Dîner, une institution du quartier où les serveurs connaissaient Charles par son nom et glissaient des biscuits supplémentaires dans son assiette. Aliyah portait une nouvelle robe que Gloria lui avait achetée, rose avec de petites marguerites jaunes, et ses cheveux étaient soigneusement tressés dans son dos. Pendant qu'ils attendaient leur nourriture, Charles leva son verre de thé sucré. « Vers un nouveau départ, dit-il, la voix chargée d'émotion. Aliyah fit teinter sa limonade contre son verre avec un large sourire. « À la famille, dit-elle simplement. » Plus tard, alors que Charles l'abordait dans son lit dans sa chambre lavande nouvellement repeinte chez lui, Aliyah bâilla et murmura. « Merci d'avoir trouvé ma boîte à lunch, grand-père. » Charles l'embrassa sur le front, sa voix rauque de larmes retenues. « Merci, petite fille, de m'avoir permis de te trouver. » Alors qu'il éteignait la lumière et fermait doucement la porte derrière lui, Charles sentit s'installer sur lui une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. La vie ne leur avait donné à aucun d'eux ce qu'ils pensaient vouloir, mais d'une manière ou d'une autre, de la manière la plus improbable, elle leur avait donné exactement ce dont ils avaient besoin, l'un l'autre. Et cela, pensa Charles alors qu'il était assis sur le porche sous les étoiles, était la plus grande victoire qu'il aurait jamais pu espérer.